Google, Yahoo, Microsoft, tous sont des sociétés ayant une perspective et une vision des choses différentes. Pourtant, ils ont tous un point commun. Ce sont des cibles privilégiées par les cyberattaquants. Dans une continuelle extension des tensions mondiales, ces grandes firmes ne peuvent pas négliger un des enjeux majeurs, la cybersécurité. L'histoire que je vais vous raconter pourrait être tout droit sortie d'un film de science-fiction. Méconnue du grand public pour ses conséquences étatiques, cette histoire n'a rien d'anodin. Elle a d'ailleurs fait grandement évoluer le monde de la cybersécurité. Aujourd'hui, dans Histoire d'un hack, laissez-moi parler de la terrible opération Aurora. Nous sommes en 2009, sous le soleil de plomb de la Californie, en plein essor d'Internet. Les grandes firmes de la Silicon Valley se développent doucement en apportant leur lot d'innovations technologiques comme Android ou Street View. Or, cela intéresse beaucoup de personnes, et pas forcément des personnes les plus bienveillantes. Un matin, un employé de chez Google reçoit un message très étrange sur sa messagerie MSN Messenger. Peut-être que les plus anciens d'entre vous se souviennent de MSN Messenger, utilisé pour envoyer des whiz et bien faire mes potes. Bref, retournons à l'histoire. Ce message contient un lien qui pointe vers un site web qui a l'air totalement normal, anodin. Pourtant, vous allez voir que cet employé va ouvrir une véritable boîte de Pandore. Ce qui devait arriver arriva, l'employé cliqua sur le lien et déclencha pendant plusieurs semaines une des pires cellules de crise que les États-Unis n'aient jamais connues. Alerte maximale chez Google après la découverte de nombreuses infections sur plusieurs PC de la firme. Peu de temps après l'ouverture de la cellule de crise chez Google, Adobe se plaint elle aussi de s'être fait pirater et d'avoir un certain nombre de PC et de serveurs d'infectés. Tout le monde commence à comprendre et à faire le lien que cette attaque est coordonnée sur plusieurs cibles américaines. Mais qui peut bien être derrière cet acte? L'attaque est particulièrement bien organisée. Les cibles sont choisies scrupuleusement à partir d'OSINT pour bien sélectionner les différentes personnes à cibler. L'attaque est similaire pour toutes les sociétés. Le vecteur initial est un message envoyé par MSN Messenger. Ce message contient un lien vers un site qui va exploiter la machine de la victime. Et vous le sentez venir, on en a déjà parlé sur cette chaîne, cette vulnérabilité est une vulnérabilité 0-day impactant Internet Explorer. L'exploit est basé sur un use after free très malicieux. On va le vulgariser en quelques mots. Lorsque Internet Explorer utilise votre ordinateur, il va allouer des zones mémoire. Ici, Internet Explorer a un problème dans l'utilisation de ces zones mémoire, c'est-à-dire qu'il va établir des zones, mais ne va pas les libérer après les avoir utilisées. C'est ce que ici va abuser l'attaquant. L'attaquant va faire pointer du code malicieux que lui a envoyé vers ces zones mémoire déjà allouées. Lorsque la victime visionnera la page web malicieuse, cette page web déclenchera le use after free et déclenchera une exécution de commande directement sur le PC de la victime. Ce code est exécuté à travers le JavaScript de la page HTML. Ce code malveillant va ensuite télécharger un malware situé sur des serveurs à Taïwan et sur des serveurs aux États-Unis. Ce malware agissait comme un RAT, Remote Administration Tool, c'est-à-dire que c'est un malware qui est là pour prendre le contrôle à distance de la machine de la victime. Si vous voulez, je vais faire une petite démo de la vulnérabilité utilisée par les attaquants sur l'opération Aurora. Pour cela, j'ai monté une vieille machine Windows XP, pour être sûr d'avoir la bonne version vulnérable d'Internet Explorer sur Windows XP. Bon, rappelez-vous, on est quand même en 2009, donc Windows XP est encore majoritairement utilisé à l'époque. J'ai aussi ma machine attaquante avec un conteneur Exegol. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Exegol, n'hésitez pas à aller la voir. L'exploit est disponible sur GitHub et sur Metasploit. Metasploit est un framework de pentest contenant un grand nombre d'exploits et de scans utilisés notamment dans la sécurité offensive. J'utilise au quotidien dans mes audits. Quand je lance l'exploit, cela lance un serveur web malveillant. C'est vers ce site web là que je vais faire pointer la victime. Maintenant, je retourne sur ma machine Windows XP, je sors Internet Explorer et je tape l'adresse du serveur web de mon attaquant. Le use after free se déclenche, la faille est bien exploitée et j'obtiens une exécution de commande à travers un reverse shell. Nickel. J'ai maintenant la main sur la machine de la victime. Les attaquants, eux, n'exécutaient pas un reverse shell, mais allaient télécharger un malware, comme je l'ai dit, sur des serveurs de contrôle, pour pouvoir prendre la main sur la machine victime. C'est plus efficace. D'ailleurs, ce malware a un nom, selon Symantec. Hydrack, ou Hydrack, je sais pas comment on le prononce. Pour l'époque, il reste très sophistiqué, parce qu'il communique de façon chiffrée en SSL TLS, il embarque des mécanismes de persistance, et peut même streamer
le bureau de la victime. D'ailleurs, il nettoie aussi ses traces et est lourdement offusqué, rendant son analyse un peu plus compliquée. Et rappelez-vous quand même qu'on est en 2009, ça reste un très bon malware pour l'époque. N'hésitez pas à noter en commentaire si vous voulez qu'on fasse une session d'analyse de malware pour regarder en détail comment il fonctionne. Une fois en interne sur Google et sur les différentes sociétés compromises, les attaquants vont se propager sur le réseau en abusant de vulnérabilités ou de faiblesses détectées pour aller rechercher pas mal d'informations. Mais à votre avis, qu'est-ce que les attaquants recherchent ? Eh bien, vous allez être assez surpris. D'ailleurs, l'opération a pris le nom Aurora suite à la découverte de chaînes de caractères dans le malware initial. Il est fort probable que les attaquants avaient déjà mentionné ce nom en interne pour nommer le projet, pour nommer l'attaque. Le nom est donc resté globalement. Que recherchaient réellement les attaquants et quel était l'enjeu de cette attaque ? Plusieurs mois après, les investigations ont montré que l'attaque avait permis d'accéder à des comptes de défenseurs de droits humains en Chine. Tiens, la Chine. Gardez ça bien en tête pour la suite de la vidéo. D'ailleurs, les investigations ont aussi révélé le vol du code source du système d'authentification SSO de Google appelé Gaia. Le SSO, qui veut dire Single Sign-On, permet de s'authentifier sur plusieurs services avec un unique couple login-mot de passe. Ces révélations agissent comme une bombe aux États-Unis. Mais qui peut bien être derrière cette attaque pour avoir dérobé un système aussi précieux que Gaia ? Les États-Unis sont très inquiets car cela augmente le risque d'espionnage, la recherche de vulnérabilité et la copie illicite du programme et évidemment, bien sûr, le vol de propriété intellectuelle. Donc vous avez bien compris que les États-Unis sont vraiment pas contents de ce qui se passe actuellement et qu'ils aimeraient bien trouver rapidement un responsable. Pendant ce temps, les attaquants sont toujours dans le système des entreprises et continuent d'exfiltrer des données. Mais d'ailleurs, comment les attaquants ont réussi à dérober ce fameux sésame qu'est Gaia ? Eh bien, je pense que vous allez rigoler. Rappelez-vous, on est en 2009, la sécurité, c'est pas trop ça encore. Google utilisait à l'époque Perforce, qui est une solution de gestion de code et de management de projet dans l'ensemble. Le problème, c'est qu'ils utilisaient Perforce en HTTP, c'est-à-dire qu'aucune information n'était chiffrée en interne. Du coup, les attaquants étaient en mesure d'intercepter les données et de récupérer des informations sensibles comme le code, l'identifiant ou d'autres informations confidentielles qui ne devraient pas être interceptées. De plus, la segmentation de droit était mauvaise, les mots de passe étaient mauvais. Bon bref, c'était un peu la catastrophe en interne chez Google. C'était pas très compliqué pour les attaquants de dérober ce qu'ils avaient envie de dérober. Coup dur pour Google, mais ils l'avaient quand même un peu bien cherché. Et du coup, répondons à la question, qui sont ces attaquants ? Tout ce que je vais vous dire maintenant est à prendre avec des pincettes. Les preuves que je vais vous avancer aujourd'hui ne sont peut-être pas forcément très bien recevables. En tout cas, c'est comme ça que ça a été communiqué de la part des États-Unis. Selon Symantec, le groupe derrière cette attaque serait le groupe Elderwood. Le groupe a d'ailleurs été qualifié d'APT, Advanced Persistence Threat, avec le numéro 17, donc APT 17. Plusieurs preuves, entre guillemets, à partir de janvier 2010, montrent l'implication de la Chine. Les IP des attaquants étaient localisés en Chine, selon VeriSide. Bon, c'est pas parce que les IP sont en Chine que les attaquants sont en Chine. Ça, je pense que vous l'avez compris. Bref, argument suivant. Les mécanismes d'attaque sont similaires à une attaque DDoS effectuée encore une fois par la Chine. Bon, c'est pas parce qu'il y a des attaques qui sont effectuées en Chine de cette manière-là que toutes ces attaques-là sont chinoises. C'est un peu bidon encore cette preuve-là. Apparemment, 2 écoles chinoises sont impliquées dans l'attaque. Ces 2 écoles seraient d'ailleurs liées au concurrent de Google appelé Baidu. Comment ça se posait des questions. Mais encore une fois, cet argument-là ne tient pas. Rappelez-vous, est-ce que vous pensez que des étudiants sont en mesure de trouver et d'exploiter à grande échelle un exploit 0D dans Internet Explorer? J'ai quand même des doutes. N'hésitez pas à me le dire si vous trouvez cet argument valable ou pas. En tout cas, moi j'ai du mal avec celui-là. Bref, vous voyez que ces arguments sont un peu bancals. Mais pourquoi Google accuse donc la Chine ? Ou pourquoi les États-Unis accusent donc la Chine ? Rappelez-vous, en 2019, Google avait pour volonté d'installer le moteur de recherche non censuré en Chine. Or, ça avait clairement pas plu au régime en place en Chine, qui voulait une version censurée de Google. Google n'était clairement pas d'accord avec ça, ce qui a vraiment augmenté les tensions entre les États-Unis et la Chine. Il est donc probable que la Chine ait voulu porter un coup dur à Google en lançant cette attaque pour essayer de récupérer des informations utiles au développement de Google pour s'en servir dans Baidu, par exemple. L'attaque aurait aussi comme but de déstabiliser localement Google pour l'inciter à partir, ou alors à accepter les termes de la Chine. Bref, on pourrait penser ce qu'on veut. D'ailleurs, à la suite de l'attaque, Google s'est retiré de la Chine et s'est installé à Hong Kong, c'est-à-dire que si vous tapez google.cn, qui est l'équivalent de CN pour chinois, vous serez redirigé vers google.com/hk, qui est du coup le nom de domaine hongkongais. Bref, en tout cas les preuves ne sont pas forcément très recevables, mais on a bien conscience qu'il y avait de véritables tensions à cette époque. Et il est donc fort probable que cette attaque soit bien orchestrée par l'État chinois.
Quelles aura été les conséquences de cette attaque? L'attaque aura duré de mi-2009 jusqu'à février 2010. Elle aura impacté une trentaine de firmes américaines et aura causé énormément de dégâts et engendré un très grand nombre de vols d'informations. Ces informations ont été utilisées pour de l'intelligence économique ou par exemple plus techniquement pour rechercher des vulnérabilités dans les produits développés par ces firmes, ce qui est un peu inquiétant quand même. D'ailleurs, la Zero Day utilisée par le groupe d'attaquants sur Internet Explorer a fait aussi énormément de bruit en 2010 et a enclenché une énorme vague de corrections de la part de Microsoft. Le parti chinois a lui toujours nié son implication dans l'histoire. L'opération aura amené une augmentation drastique de la cybersécurité partout dans le monde, mais n'a malheureusement pas apaisé les tensions diplomatiques entre la Chine et les États-Unis. J'espère que cette histoire vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux favoris. Ciao ciao, c'était Thibaut.